Bah, un jour, j'ai reçu un mail de Mark Zuckerberg. Et Yes. j'ai failli l'effacer en me disant c'est un scam. Je vais quand même, je vais le lire. Ouais. Et voilà, ils nous ont dit, ils nous avaient identifiés et ils avaient besoin d'une plateforme dans Facebook Messenger Mm. qui permet aux développeurs de faire facilement des bots pour Messenger. Et ils sont venus nous voir voilà, avec des bons arguments, à la fois financiers, mais aussi sur notre rôle dans Facebook. C'était en 2015, un moment où l'IA était la priorité absolue déjà pour Facebook. Donc on Ouais. était très proches, on voyait Marc souvent. Enfin, c'était une mission passionnante dans des bonnes conditions. L'impact final, c'est que peut-être, enfin, si on parle de 50% de temps sur l'admin, c'est que ça double le temps de médecin disponible. On a vu les retours qui sont vraiment incroyables. Ça m'a fait aimer mon métier de nouveau. Ouais. J'ai fait médecine avec un idéal et je me suis Et trouvé à ouais. faire de la paperasse toute la journée. Et ouais, ouais. Et notre motto en anglais, c'est Enjoy Care Again. Au début, c'était soyez 2 fois plus productif, gagnez 1 heure par jour, etc. Ça, Mm. de toute façon, ils l'ont. Mais le plus important, c'est la perte de stress, d'apprécier ce qu'ils font, de se concentrer sur l'essentiel, sur les patients, ce qu'ils veulent faire, en fait, au fond d'eux. Et ça implique un gain de productivité Mm. et un meilleur soin aussi, puisqu'au lieu de prendre des notes, ils posent leur téléphone sur la table, Et ouais. ils appuient démarrer, et ils te regardent dans les yeux, et à la fin, tout est parfaitement documenté. Hello à tous, bienvenue sur la première interview de Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la Generative AI. On vous partage nos découvertes chaque semaine via une newsletter et ce podcast que vous écoutez en ce moment même. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne des entreprises de toute taille à lancer de nouveaux produits numériques. On compte dans nos équipes des profils exceptionnels qui ont conçu les premières versions de succès tech, comme Alan, Ponto, Pinterest ou Algolia. De la stratégie au design, en passant par l'identité de marque, nos experts accompagnent les startups et grands groupes dans la création et l'amélioration de leurs produits, notamment sur des sujets de Generative AI, vous vous en doutez. Pour ce premier épisode, on reçoit Alexandre Lebrun, fondateur de Nabla, un des nouveaux fleurons français en health tech avec son produit Copilot qui assiste les médecins lors des consultations en s'appuyant sur les derniers modèles d'intelligence artificielle. Alexandre n'en est pas à son premier coup d'essai, car ça fait plus de 20 ans qu'il monte des boîtes dans l'IA conversationnelle. Ça a commencé par Virtuose, lancé en 2002 puis revendu à une société américaine dans la Silicon Valley 10 ans plus tard. Puis il crée Wit.ai, une plateforme qui permet aux développeurs de créer des interfaces conversationnelles à la Siri, avant de se faire racheter là aussi par Facebook, où il restera pendant 4 ans au sein de l'équipe de recherche en IA. Et aujourd'hui, Nabla, qui est utilisé quotidiennement par des médecins partout dans le monde et connaît une croissance fulgurante. Ce premier épisode s'annonce passionnant. Merci à tous pour votre écoute. Bonjour Alexandre Lebrun, très content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'entends parler de Nabla, de beaucoup de sources différentes. Encore récemment, on parlait de toi via une startup qui s'appelle Jean dans la santé pour femmes, où on me disait maintenant il y a des praticiennes chez Jean, donc des sages-femmes notamment, qui utilisent Nabla quotidiennement pour leurs consultations. Ce qui est assez impressionnant du coup quand un outil devient un usage quotidien et indispensable pour chaque consultation, on se dit qu'ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc voilà, très content de te recevoir pour en savoir plus sur tout ça. Pour commencer, ça m'intéresserait que tu me racontes un peu ta perspective par rapport à l'IA et surtout en fait le premier moment où tu t'es dit ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Toi, ça va faire plus de 20 ans que tu travailles sur les modèles de langage conversationnel et déjà il y a 20 ans, tu étais aussi confiant sur la révolution technologique en marche ou est-ce qu'en fait, plus récemment, et tu t'es dit, OK, on est en train de passer un cap? Oui, ben, d'abord, merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir de faire ça aujourd'hui. Donc, ouais, ça fait plus de 20 ans. Donc, pour préciser, j'ai 25 ans, hein. J'avais 5 ans quand j'ai commencé l'IA. Mais oui, non, c'était en 2002. J'ai découvert mon premier chatbot. Je suis tombé très amoureux d'un chatbot qui s'appelait Sibel en 2002. Mais déjà à l'époque, on n'avait pas le droit de dire IA parce que les investisseurs avaient perdu beaucoup d'argent dans les années 90 avec les systèmes experts. On n'a pas le droit de mettre, si tu mettais IA dans ton deck, c'est le contraire d'aujourd'hui, c'était mort. Donc Hmm. on appelle plus ça IA en 2002, c'est par phase. OK. Et depuis, j'ai vu plusieurs phases, plusieurs hivers et plusieurs printemps. Mais voilà, à l'époque, mais déjà à l'époque, quand j'ai vu ce chatbot, qui était un chatbot pour s'amuser, je me suis dit, tiens, il y a un potentiel immense pour la relation client. C'est la première chose qu'on a adressée avec ce genre de techno. Voilà. Donc c'est déjà à l'époque, c'était très simple, c'était des systèmes de règles, de dictionnaires, de grammaire, très 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 basique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais l'application potentielle par rapport à ce qui se faisait dans les call centers ou dans les services clients était énorme. Donc voilà, ça a commencé tôt. Après, tu veux sans doute parler de LLM, de ChatGPT et compagnie. La vraie nouveauté, parce qu'on a vu plusieurs retours en 2016 aussi, il y a eu une explosion de l'IA, des chatbots. Je pourrais trouver d'autres moments. La vraie, pour moi, éclosion récente, c'est plus le fait que le grand public, pour la première fois, a pu utiliser Hmm. ces systèmes. Mes parents, quand j'avais rien compris de ce que je faisais depuis 20 ans, Ouais.
un jour m'ont dit, tiens, mon père m'a dit, j'utilise ChatGPT. Et la vraie révolution, elle n'est pas technique, parce que le progrès technique, il a été linéaire, vraiment. Ok. Il a suivi la progression des GPU, la disponibilité de la data, et les LLM, c'est pas sorti il y a 9 mois. Voilà. Mais il y a eu cette explosion, puisque finalement, un peu comme l'iPhone, c'est une comparaison qu'on voit souvent et qui Ouais. est bonne. Voilà. Il y avait des téléphones mobiles avant, enfin des smartphones, mais ils marchaient mal, Ouais. etc. Personne n'avait craqué le fait que l'adoption du grand public allait se faire. Et ben, ChatGPT, c'est une forme qui fait que c'est pour la première fois consommable par le grand public, Ouais. et c'est ça la vraie révolution. Et vous qui étiez déjà, je crois, avant que ChatGPT sorte, en train de jouer avec les modèles d'OpenAI, vous aviez pressenti cette vague-là arriver? Alors, on n'avait pas vu le côté grand public, que Ouais. tout d'un coup ça allait devenir utilisé par tout le monde. Ouais. Par contre, on voyait bien le potentiel d'un point de vue technique des LLM. Ouais. Donc, on avait commencé à jouer avec GPT-3 avant que ça Mm. sorte vraiment. Mm. Il y a des problèmes en traitement du langage naturel, d'extraction d'informations, de normalisation, de synthèse, qui étaient très difficiles dans certains cas à résoudre avec les algos qu'on utilisait depuis 10 ans, Ouais. donc qui s'appellent des NER par exemple, et Ouais. MER. Et tout d'un coup, on a vu des GPT-3, tiens, il y a un autre chemin qui peut mener à résoudre ces problèmes, qui semble ultra prometteur. Donc on a vu au début de GPT-3 une solution potentielle des problèmes qu'on avait. Mais on n'avait pas, enfin ça serait mentir de dire, voilà, on savait que Ouais. ça allait tout d'un Ouais. coup devenir une révolution mondiale. Ouais. Parce que je crois qu'il y a eu un petit laps de temps entre le moment où GPT-3 est sorti en API et le moment où ils ont sorti ChatGPT. Même, je sais pas, j'ai entendu dire que OpenAI ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas plus de application consumers qui se lançaient là-dessus. Vous étiez déjà en train de travailler là-dessus, mais plus dans le domaine médical, quoi. Exactement. Alors, en fait, GPT-3 est sorti en octobre 2020. Ouais, c'est Ça, ça, tout le ouais. monde l'a oublié, c'était passé complètement inaperçu, Ouais, ouais. en dehors des milieux informés. Ouais. Et ensuite, GPT-4 est sorti de mémoire fin 2022. Et en fait, ChatGPT, c'est au-dessus Ouais. la puissance de ChatGPT, elle est dans GPT-4. Et GPT-4, il n'a pas fait de révolution grand public. Mais Ouais. c'est une API. Ouais, Voilà. Mais ouais. Arnaud, dès que c'est sorti GPT-4, on a tout de suite vu que c'était 3 crans au-dessus de GPT-3. Ok. Et aujourd'hui, personne n'a rattrapé GPT-4 en termes de tous les modèles qui existent. On aimerait bien, mais GPT-4 reste un cran au-dessus. Donc voilà, ce qui a fait l'explosion, c'est pas GPT-4 qui est sorti quelques mois avant ChatGPT, c'est la forme de chat et le fine-tuning qui a été fait sur GPT-4 pour que ce soit optimisé pour un chat, qui a rendu consommable GPT-4. Encore une fois, c'est l'enveloppe qui a compté, c'est la forme, c'est pas le fond. Donc quoi, l'UX peut être Ouais, important. pour rapporter de l'eau à ton moulin. Exactement. Toi, ta carrière a été construite autour de ces sujets. Tu as monté plusieurs boîtes sur la conversation avec des intelligences artificielles, enfin on peut les appeler de plein de manières différentes. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment juste pour revenir sur ces différentes étapes qui t'ont amené jusqu'à Nabla, ponctuées du coup de différentes entreprises, de rachats successifs également. Comment tout ça a commencé du coup? Donc, je n'ai parlé au début. Première Ouais. étape, le chatbot. On s'est dit, on était à Suresnes, à la pépinière d'entreprise de Suresnes, Yes. quelques ingés. On s'est dit, tiens, on va faire un chatbot et le vendre pour les boîtes de service qui font du service client. Donc, SNCF, La Redoute était notre premier client à l'époque, SFR, etc. Ce qui était très en avance, parce que déjà, les gens ne savaient pas ce qu'était le live chat. Et on leur disait, c'est comme du live chat, mais automatique. Ils nous disaient, mais c'est quoi le live chat? Donc, on était un peu en avance, mais à force d'insister, on a trouvé notre marché. C'était déjà un live chat où les gens pouvaient taper du texte de manière libre? Un chatbot, ouais, un chatbot. C'était vraiment un vrai chatbot. Ok. un vrai chatbot. Et même, on avait dû ralentir les réponses. Super intéressant en termes de UX. Ouais. Parce que si tu te dis, est-ce que vous avez bien pris en compte ma réservation et que tu réponds instantanément, parce que c'est instantané en Ouais. fait, Ouais. l'utilisateur ne te croit pas. Il a Il dit, il n'a pas confiance. vérifié. Bah, si tu vas à un comptoir Air France et tu dis, est-ce que mon avion est bien à l'heure et qu'elle te répond oui, Ouais, bien sûr. trop vite, tu dis, elle n'a pas vérifié. Donc, un truc du X qu'on a appris, c'est il faut ralentir la réponse et on mettait le petit composeur, les 3 petits points Yes. composing, voilà, parce que sinon les gens ne croient pas. Donc, Ah ouais, complètement fake. mais voilà, donc c'était vraiment le chatbot tel qu'aujourd'hui. Et merci au passage aux entreprises complètement visionnaires, à commencer par SNCF, enfin voyagesncf.com à l'époque, qui était le plus gros site de e-commerce français en 2005, qui nous avait donné une chance de travailler pour eux, et ça marchait bien, et derrière tout le monde a suivi. Donc cette boîte virtuose, on a commencé à Suresnes, on a levé des fonds, on est parti en Californie au bout d'un moment. Yes. Pour lever des fonds on a levé des fonds avec des Américains, Ouais. et on l'a revendu 10 ans après la fondation à Nuance, qui est une grosse boîte américaine, Yes. qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est un de nos concurrents chez Nabla, donc la boucle est bouclée aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est la première étape. Deuxième Ok. étape, après Nuance, j'ai créé une boîte qui s'appelle Wit.ai, qui est dans le même secteur, mais sous forme d'API.
Donc c'est une API qui permet aux développeurs très facilement de fabriquer des chatbots ou des systèmes qui comprennent le langage naturel. Donc c'est une API dans laquelle tu envoies un enregistrement audio, une phrase, par exemple, allume la lumière dans 3 heures dans la salle de bain, Yes. et qui va te renvoie la commande, mais structurée, qui est commande, lumière, où, Yes. dans quelle pièce et à quelle heure, etc. Donc c'est une brique qui permet. Nous, on voyait, donc, quand on a créé ça en 2013, Mhm. l'explosion des applications de bots, de commandes vocales, qui suivaient Siri, hein. C'est Ouais, Siri qui a, en c'est Siri qui 2011, a lancé ça. qui a lancé ça. Et 2 ans plus tard, tout le monde voulait avoir son interface à la Siri dans son produit. Donc en voyant ça, on a démarré 8.i pour que les développeurs qui ne savent rien au NLP, Ouais. au machine learning, puissent Ouais. le faire. Voilà, ça a été racheté par Facebook au bout Ouais. de quelques années. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette petite étape de rachat par Facebook? Bah, un jour, j'ai reçu un mail de Mark Zuckerberg. Et Yes. j'ai failli l'effacer en me disant c'est un scam. J'ai le réflexe, et puis je me suis dit, mais quand même, je vais le lire. Ouais. Et voilà, ils nous ont dit, ils nous avaient identifiés, et ils avaient besoin d'une plateforme dans Facebook Messenger Mm. qui permet aux développeurs de faire facilement des bots pour Messenger. Et ils sont venus nous voir, voilà, avec des bons arguments, à la fois financiers, mais aussi sur notre rôle dans Facebook. C'était en 2015, un moment où l'IA était la priorité absolue déjà pour Facebook. Donc on était très proches, on voyait Marc souvent. Enfin, c'était une mission passionnante dans des bonnes conditions. Donc on a dit oui. On n'a jamais arrêté. Voilà, ça a ouvert une phase où au début je comptais rester 1 an à Ouais. Politesse. Puis finalement, c'est tellement intéressant Ouais. d'avoir les meilleurs Ouais. chercheurs, des moyens quasi illimités pour faire des choses qu'on rêvait de faire depuis très longtemps, qu'on est resté 4 ans, Ouais, 4 ans. 4 ans chez Facebook. Ouais. 4 ans chez Facebook, du coup, dans le labo de recherche IA, c'est ça, hein, chez Faire. Au début, j'ai continué à faire grandir 8.ai Ok. dans Facebook. Facebook est très smart pour les acquisitions. Il te laisse respirer. On avait notre logo, notre équipe. Ok. On était dans Facebook, mais donc c'est pour ça qu'il y a alors, une autre échelle, mais que des WhatsApp, des Instagram sont restés très longtemps Ouais. protégés de la grosse boîte qui va écraser tout. Ouais. Et même nous, à notre échelle, on avait bénéficié de ça. Et au bout de 2 ans, j'ai changé d'équipe pour rejoindre le FAIR, donc le Facebook AI Research, le lab de recherche académique en IA, avec Yann Lequin, qui est devenu mon patron. J'ai contribué, je suis rentré en France à ce moment-là, après 8-9 ans aux US, pour contribuer, pour assister au développement du labo à Paris. Ok. Et donc, toi, tu travaillais vraiment sur la partie recherche scientifique, Alors moi, je suis pas le modèle. chercheur, je suis ingénieur, je suis pas Ouais. chercheur, donc Ok. mon rôle, moi j'avais l'équipe d'ingénieurs Ok. qui est au service des chercheurs. On les supporte. La Ok. recherche, en fait, en IA, c'est une recherche ultra empirique. Il y a un peu de théorie, évidemment, etc. Mais derrière, en fait, tu essayes plein de trucs. Ok. Parfois, ça marche, tu ne sauras jamais pourquoi. D'ailleurs, les LLM, il y a encore des aspects Qu'on maîtrise pas qu'on ne sait trop. pas trop pourquoi ça marche, mais ça marche. Ouais. Et donc, c'est très, très empirique. Donc, ça veut dire faire des expériences avec des quantités de data, de GPU. Tu fais une erreur de code et tu vas perdre 10 millions, 5 millions de dollars parce que tu as entraîné un truc pour rien pendant 2 semaines, surtout sur des milliers de GPU. Donc, c'est vraiment très pratique. Ok. Et donc, on essayait d'avoir un rapport de 1 pour 1, donc un ingé pour un chercheur, sachant que les chercheurs savent coder eux-mêmes, etc., etc., Ouais. mais pour qu'ils soient encore plus efficaces, d'avoir ces ingés à leur service qui travaillent soit sur l'infrastructure utilisée par les chercheurs, soit directement sur le code qu'ils écrivent pour leur Ok. recherche. Voilà, donc moi, ma partie, c'était plus Partie ingé. l'ingénierie Ça marche. au service de la recherche. Ok, ça marche. Et alors, Nabla, quand vous décidez de quitter Facebook, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu la même équipe aussi qui se suit depuis un certain temps, vous aviez déjà Nabla en tête. Comment ça s'est passé les premiers mois? Oui, alors d'abord, oui, effectivement, tout le long, j'ai récupéré des gens au fur et à mesure. Donc, par exemple, Laurent Losky, avec qui on travaille depuis 22 ans. Alors, Ah ouais. on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos conjoints respectifs. Donc, c'est notre troisième boîte, quatrième si on inclut Facebook, enfin cinquième si Ouais, on a ouais, le temps à ouais, Nuance. Et puis, ouais, voilà, c'est intéressant d'avoir petit à petit une équipe on se connaît très bien, on est très efficace. Voilà. Oui, donc on a quitté Facebook un jour en se disant, enfin, la démangeaison entrepreneuriale est là et essayons d'appliquer cette recherche qui est publique, hein, qui est open source. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui du machine learning, mais finalement l'application dans le monde réel en 2018 était et encore aujourd'hui assez modeste. Donc on connaît ça, on connaît les chercheurs, on connaît les papiers, on maîtrise les codes open source, mais on a aussi nous une vision un peu produit
ingénierie, etc. Et c'est à nous de faire le lien. Ok. Donc c'était Après, on a choisi la santé, c'était un peu une décision folle parce qu'on savait que c'était très compliqué pour les Ouais. startups dans le médical de trouver un modèle d'affaires, de déployer. Il y a avoir une bonne idée, c'est facile, faire un produit, c'est facile, mais tout le reste est très complexe. Je l'aurais pas fait si ça a été ma première boîte parce que c'est tellement compliqué de financer ça, de trouver des solutions. Mais on s'est dit, c'est la troisième. C'est peut-être la dernière, donc prenons quelque chose de vraiment ambitieux. Et donc on s'est jeté à l'eau. On a un peu testé Ouais. vraiment, puis on s'est dit, allez, on fait la Ok. santé. Et d'abord, vous avez commencé sur la santé pour femmes, si je me souviens bien. C'était une manière de mettre un pied là-dedans en se concentrant sur un focus particulier. Ouais. La plus grosse décision initiale, c'était de se dire, on commence en B2C. Ouais. Même, on avait une idée plutôt de nous, de cette IA au service des médecins, mais qui est encore assez floue. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qui rend service aux Ouais. médecins vraiment, versus ce que moi j'imagine depuis mon bureau d'ingénieur. Ouais, ouais. On était conscient qu'on était un peu déconnecté de ça. Et puis, de toute façon, on n'avait pas de data, pas de user. Donc, comment tu démarres cette boucle? Il y a des domaines où tu peux acheter des data, tu peux faire des expériences un peu hasardeuses et tout, mais en santé, non. Et donc, on s'est dit, mais comment on va démarrer? Et donc, on était un peu perplexe pendant quelques mois. Et on s'est dit, allez, le mieux, c'est de commencer full stack. J'aime beaucoup les projets américains qui font ça. Mhm. Je commence pas par faire un logiciel que je vais essayer de vendre à des cliniques. Je fais moi-même une clinique. Comme ça, je maîtrise tout et je développe le logiciel pour moi. Ok. Et donc, j'ai un contrôle total sur l'expérience des médecins, des patients. Je suis assis à côté des médecins, on parle tous les jours, je vois ce qu'ils font, d'autant plus important dans un domaine médical où je ne peux pas voir les datas. Alors que si tu fais ça pour un chatbot SaaS client, tu peux lire les Ouais, conversations, ouais. etc. Là, interdit. Donc, si j'ai pas un contact très proche avec les médecins qui me racontent au fur et à mesure leur expérience sans pour autant me dévoiler les datas des patients, c'est capital. Ouais. C'est impossible à faire si c'est pas ta propre clinique. Enfin, je dis clinique au Ouais. sens anglais. Donc on a décidé de commencer B2C sans savoir si on allait continuer. En gros, on s'est dit, si jamais ça marche super bien en B2C, on restera B2C. Mhm. Et sinon, le chemin raisonnable, c'est plus au bout d'un moment, quand on a un produit, quand on s'est développé pour nous, Mhm. une IA qui commence à bien marcher, on va Mhm. la vendre aux autres cliniques. Mhm. Voilà, Mhm. et c'est la voie qu'on a finalement pris. Ok. Du coup, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore testé Nabla, c'est quoi les fonctionnalités principales que vous proposez du coup à vos clients? Donc notre produit principal, c'est Nabla Copilot. Ça s'appelle Copilot, c'est vraiment express, c'est parce qu'on dit au médecin, c'est le copilote, c'est pas le pilote, c'est vous le pilote. Mhm. On est là pour vous aider, pas pour vous remplacer. Et donc un facteur clé de l'effondrement d'un système de santé dans le monde entier, c'est que les médecins passent dans tous les pays à peu près 50% de leur temps à faire de l'admin, Ouais. à faire des tâches débiles enfin débile, nécessaire, donc de documenter, de faire des lettres d'adressage, de déclarer la sécu, de gérer les relations avec les assureurs aux US, etc., etc. C'est un peu moins vrai en France par rapport, par exemple, aux États-Unis, où à cause des assureurs qui veulent pas les rembourser, ils sont obligés de documenter parfaitement toutes les consultations, et aussi à cause de la crainte des procès, ils ont ce besoin de documentation, sinon ils vont avoir des procès à 10 millions de dollars en disant vous avez oublié de dire ça aux patients, alors qu'en fait Mhm. ils l'ont dit. Mhm. Donc on a le but de Copilot, c'est pas de faire du diagnostic, pas de faire le thérapeutique, de prendre des décisions médicales. Le but, c'est de débarrasser les médecins, et d'ailleurs les infirmiers, les personnels soignants, des tâches qu'ils veulent pas faire. Et déjà, si on fait ça, c'est un impact énorme, même si on Ouais. touchait jamais au médical. Ouais. Donc le copilote, c'est un outil qui écoute les consultations, Mhm. que ce soit des consultations au cabinet, en personne, ou des vidéoconsultations sur Doctolib, par exemple, et qui, à partir de cet audio, va, à la fin de la consultation, générer le compte-rendu médical, mettre à jour le dossier du patient, écrire la lettre d'adressage au spécialiste, etc., etc. Donc tout ce workflow qui suit les consultations et qui est celui qui rend les médecins stressés et débordés. On supprime pas complètement le temps, Voilà, c'est ça, ouais. mais l'impact au-delà encore nous, au début, on parlait de productivité, mais ils nous ont dit tout de suite, on a vu les retours qui sont vraiment incroyables. Ça m'a fait aimer mon métier de nouveau. Ouais. J'ai fait médecine avec un idéal et je me suis Et trouvé à ouais. faire de la paperasse toute la journée. Et ouais, ouais. Et notre motto en anglais, c'est Enjoy Care Again. Au début, c'était soyez 2 fois plus productif, gagnez 1 heure par jour, etc. Mhm. Ça, de toute façon, ils l'ont. Mais le plus important, c'est Ouais. la perte de stress, d'apprécier ce qu'ils font, de se concentrer sur l'essentiel, sur les patients, ce qu'ils veulent faire en fait au fond d'eux. Et ça implique un gain de productivité, Mhm.
et un meilleur soin aussi, puisqu'au lieu de prendre des notes quand tu vas te parler de ta expérience sur ton patient, je suis sûr, le médecin qui ne te regarde pas, il est sur son écran. Ouais, ouais. Là, en fait, c'est fini parce qu'ils posent leur téléphone sur la table, Et ouais. ils appuient démarrer, et ils te regardent dans les yeux, il y a une discussion libre, etc., etc. Et à la fin, tout est parfaitement documenté. Donc ça change vraiment l'expérience aussi Des patients. des patients. Et on génère aussi des instructions pour les patients. Donc quand ils donnent des conseils, fais ci, ça, si jamais la plaie évolue comme ça, reviens voir. Les études montrent que les patients comprennent et se souviennent de seulement 15% de ce que disent les médecins dans une consultation parce que tu es Bien sûr. stressé, ils n'ont pas le temps de t'expliquer, etc. Donc là, ça a aussi un impact Et sur les petit patients. récap. Et je précise tout de suite, avant qu'on m'étrangle, chez Nabla, donc on ne stocke pas par défaut, on ne stocke rien, c'est une machine stateless, donc à la fin de la consultation, on drop l'audio, on drop le transcript total, le texte de la consulte, et une fois que la note, la documentation a été exportée vers le logiciel métier Ouais. qu'ils utilisent, donc un Doctolib, un Weda, etc., selon ce qu'ils utilisent, on oublie tout. Voilà, donc on cherche, c'est extrêmement sensible. Excellent. Moi, j'imagine que sur la santé, c'est des enjeux que vous devez prendre en compte dès le début dans la manière de concevoir le produit, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui avais partagé ça sur LinkedIn, cette phrase que j'aime bien où l'IA ne va pas remplacer les médecins, mais les médecins qui utilisent l'IA vont remplacer les médecins qui ne l'utilisent pas, quoi. Ouais, c'est un peu provocateur, mais ça dit, En vrai, ça dit c'est l'essentiel. assez juste, je pense, surtout, voilà, vu tout ce que ça peut apporter à la fois, effectivement, au médecin dans sa capacité d'accompagner le patient et au patient en arrière. Comment est-ce que vous avez réussi à concevoir du coup un tel produit? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il y a des product managers, des entrepreneurs qui nous écoutent, quelles ont été les différentes étapes pour arriver à quelque chose de fonctionnel comme ça? Parce que du coup, j'ai vu les démos tout à l'heure, on m'a montré effectivement, j'ai l'impression qu'il y a sur quasiment 100% de réussite, même quand on cite un médicament inconnu, bah, en fait, ça le reconnaît. Quelles ont été les étapes pour arriver à ce niveau de performance? Bah, c'est beaucoup d'empirique. Donc, on a commencé en B2C justement pour pouvoir avoir des choses très très imparfaites au début qui faisaient n'importe quoi, mais c'est nos médecins, c'est Ouais. nous. Parce qu'un médecin a un degré d'acceptation, un seuil de tolérance d'un truc qui n'est pas parfait très bas. Ok. Et donc, si l'outil se plante une fois, deux fois, on, Ah ouais. ils arrêtent complètement parce qu'ils sont tellement fatigués, etc. Et je les comprends. Et donc, on savait, déjà, on l'a appris en interne parce qu'on était nous-mêmes clinique. On a vu ça. Au début, nous, on faisait des trucs de suggestion intelligents, on était super contents de nous. Et puis, on voyait bien que s'il y a deux suggestions ridicules qui arrivent, ils arrêtaient d'utiliser, ils lisaient même plus les suggestions après. Et ils ont une très très forte capacité à ignorer des zones de l'écran. Ils ont des outils qui leur donnent des alertes en permanence quand ils font des prescriptions. Attention, c'est le médicament, c'est en conflit. Et comme à chaque fois il y a une alerte, ils ont appris à ne même plus voir leur rétine, tu vois, à ignorer cette zone. Et ça, par exemple, on l'a Ah appris ouais. parce qu'on était assis Excellent. avec eux. Et donc, l'empirique, le terrain, enfin, je dis des choses évidentes, mais Mhm. c'est tout d'abord par de là, tu vois. C'est quoi le. Et ensuite, on a besoin de pas mal de data, ce qui est un gros problème. Donc, on a fait des partenariats avec des médecins et rémunéré des médecins Ok. et demandé le consentement complètement explicite de certains de leurs patients. Donc, eux demandaient, faisaient signer leurs patients Ok. pour pouvoir, pour le coup, enregistrer et garder les consultations. Donc ça, c'est un dataset qui est extrêmement long et compliqué À obtenir, ouais. et à obtenir. Tu le fais de manière complètement clean et légale. Donc on a fait cet effort. Ok. Donc des consultations en français, en anglais. Mhm. Et ensuite, quand on a commencé à avoir une V0 du produit, Ouais. on a pareil des médecins partenaires qui ont commencé à l'utiliser. Ah, pareil, c'était pas encore du tout au bon niveau. Ouais. Et on a pris des mois et des mois et des mois de ce feedback loop avant de juger, ok, là on arrivait à un niveau de qualité suffisant pour ouvrir le produit à tout le monde. Mais on est vraiment allé euh, par rapport à d'autres secteurs où tu peux lâcher un truc dans la nature en disant on verra bien, Ouais. break, move Bien sûr. fast, break things. Là, en fait, tu peux pas. Donc on Bien est sûr. allé par très très progressivement d'un cercle complètement interne à un cercle de partenaires, et puis les avis des partenaires, et puis in fine Bien sûr. d'ouvrir. Ouais. C'est ça qui fait votre barrière à l'entrée, je pense, aujourd'hui, par rapport à beaucoup de startups qui pourraient se lancer là-dessus. Et du coup, en termes de modèle de reconnaissance de langage, vous vous êtes appuyé sur des technologies existantes que vous avez progressivement peaufinées avec vos propres données. Comment ça marche de ce point de vue-là? Donc on a utilisé, donc pour notre use case, le meilleur. Alors il y a deux parties dans ce qu'on fait. Il y a le Ouais. speech to text, et après il y a le text to note.
Donc tu as, Ouais. deux parties. Le speech to text, c'est quelque chose qui, in fine, sera une commodité. Dans notre cas, c'était pas encore parfait les outils du marché parce que c'est de la consultation, il y a beaucoup de mots médicaux, l'acoustique est pas bonne parce qu'ils mettent c'est une salle d'examen, etc. Un micro pas terrible, donc on avait même les outils du marché n'étaient pas suffisamment bons. On est quand même parti avec le meilleur d'entre eux pour notre use case qui était Microsoft Azure, l'API donc de speech, et ça nous a fait un premier. Et après, on a payé des gens pour corriger ça, se faire un dataset et finalement entraîner notre propre modèle Ok. interne qui a l'avantage d'être bien meilleur qu'Azure pour notre use case. Pas en général, évidemment, mais pour ça. Et moins cher, en fait, à opérer. Donc, ça nous permet d'être compétitif aussi sur nos prix parce qu'on a quelque chose qui est moins cher qu'Azure. Donc, ça aussi, Ok. c'est des années de temps de faire les data, d'entraîner les modèles, etc., etc. Et donc, ça, c'est voilà, pour la partie speech vers texte. Maintenant, on est tranquille Ok. par rapport à ça. Et attends, juste du coup, pour bien comprendre, quand tu dis on a créé notre modèle, vous êtes parti de modèles existants, qu'ensuite vous retravaillez avec des ingénieurs en machine learning, des data scientists, etc. Et ensuite vous retravaillez ça avec vos données, quoi. Exactement. C'est En comme ça que fait, ça marche. tu pars d'un modèle open source qui en général est pré-entraîné. Ouais. Et Comme après, GPT-4 par exemple. GPT-4, Qui est pas open source en fait. Ouais, ouais, tu peux rien effectivement. faire. Tu peux pas Ouais, bien sûr. fine-tuner. Les gens Ouais, qui ouais. disent je fine-tune GPT-4, ils ont un problème où ils ont pas compris ce qu'ils faisaient, où ils Ok. racontent n'importe quoi, tu vois, parce que GPT-4, Ouais, c'est une tu boîte prends la noire. sortie, même si OpenAI propose des petits trucs maintenant, Ok. commercialement et tout, mais bon, Ok. c'est une boîte noire. Ok. Ce qui est intéressant avec les modèles open source, comme le meilleur d'entre eux aujourd'hui, sans doute Llama 2 de Facebook, Ouais. ça dépend de ton application encore une fois, mais pour nous c'est le meilleur. Il est pré-entraîné, Ouais. mais tu peux le Ouais. fine-tuner, tu peux modifier Ok. des choses, et que la tête, voilà, donc c'est pareil dans le speech. Donc voilà, nous on est Ok. parti d'un modèle open source qui s'appelle Whisper, Ah yes. qui vient d'OpenAI aussi, Qui est open source du coup, qui est celui-ci. open source celui-ci, Ok. que tu peux donc fine-tuner, modifier Ok. à ta guise, et donc c'est en partant de ça qu'on a réussi à Ok. avoir in fine quelque chose qui marche bien. Mais je dirais que l'effort était peut-être 2 tiers sur faire le dataset, Ouais. euh, Obtenir toutes les données médicales. et surtout dans notre cas voilà, médical, Ouais. et un tiers pour entraîner le modèle. Tu vois, la data reste un truc absolument, une barrière à entrer énorme. Ok. Et du coup, ça ressemble à quoi une équipe qui doit arriver à produire du coup un modèle in-house tel que vous l'avez fait? Comment ça s'est organisé très concrètement en termes de profil? Vous avez composé votre équipe comment? Bah, c'est plein d'ingénieurs. Ok. On a juste un poste qui est machine learning engineer. En gros, Ok. c'est des software engineers Ouais. qui ont une expérience du machine learning. Donc, ils ont une intuition de ça, ça n'a pas marché, ça a marché, ou Ok. il me faudra tel dataset, telle taille de dataset pour que ça donne. C'est beaucoup d'expérience, en fait. Ouais, d'accord. C'est un peu une chimie, une alchimie, tu vois, mystérieuse, et l'expérience est clé. Et donc, c'est des gens qui, en plus d'être des très bons ingénieurs, vont avoir, parce qu'ils ont fait plein de trucs, plein d'erreurs dans le passé, Une intuition. cette intuition, et de ne pas perdre et aller très vite. Ok. Aller très vite, et donc tu as un lama 2 qui sort. 24 heures après, tu as déjà une première idée. Hmm. Est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse dessus ou Hmm. pas? Voilà, pour moi, Hmm. c'est ça, machine learning engineer. Ok. Ok, très Voilà, clair. donc il y a pas, à cette étape, il n'y a pas de PM, tu vois, il n'y a pas de product manager, Ouais. encore. Ouais. Et nous, les product managers sont absolument clés pour faire interface avec les médecins, Bien sûr. traiter tout le feedback. On a énormément de feedback parce que dans 10% des consultations, ils nous laissent un feedback écrit Ok. en disant, comme s'il s'adressait à un assistant en fait. Voilà, Ok. t'as oublié ça, tu t'es trompé sur son nom de Ok. médicament, etc. Et donc, on va traiter cette feedback loop en partie automatiquement, mais aussi en partie, évidemment, souvent, c'est des demandes. Hmm. Et donc, ça nourrit Ouais, les PM. j'imagine. Ouais, Voilà. j'imagine. 10% des consultations, ça fait Voilà, ça quasiment fait ça, c'est deux feedbacks extrêmement par jour par médecin, quoi. voilà. C'est Et donc énorme. par défaut, on stocke pas les consultations. Ok. Comme j'ai dit, ça c'est un argument qui rassure énormément nos clients. Par contre, on a ils peuvent, et quand ils font ce feedback, ils peuvent décider d'attacher une partie de la consultation en opt-in et en vérifiant qu'il n'y a pas d'infos Ok. personnelles. Ok. Et c'est ça qui va vraiment Ah, nourrir yes. Excellent. notre entraînement. Ok. C'est quoi aujourd'hui les challenges auxquels vous faites face d'un point de vue produit, adoption, rétention sur Copilot? C'est intéressant, je pense que c'est un peu. Là, on est encore dans la phase où tout est rose, mais les challenges vont bientôt arriver. Ouais. Donc l'adoption augmente très vite. On est surtout aux États-Unis, qui est notre premier Hmm. marché. Euh, Il y a un challenge commercialement, c'est de discuter, de vendre aux très grands groupes de santé Hmm. américains.
Mm. Puisqu'on n'est pas malgré nos efforts pour se faire passer pour Sans le américain, vocaliser, on a encore un petit accent parfois. On n'est pas, on est dans un fuseau horaire différent, etc. Donc nous, pour nous, là, on atteint les limites de ce qu'on peut faire en étant les 35 ingénieurs dans le Marais. Oui. Et donc, voilà, donc ce challenge pour nous, ça va être maintenant de démarrer l'équipe US très orientée commerciale opération Yes. de Nabla. Ok. Pour adresser ça aujourd'hui, on a des concurrents US qui sont franchement bien moins bons que nous en produits, Mhm. mais qui font des ventes Ouais. superbes parce que ils sont C'est des bons là, ils savent vendeurs. faire. Voilà. Donc comme d'habitude, voilà, comme toujours les Français. Donc pour nous, le challenge, c'est de sortir notre zone de confort tech produit très Yes. française. Yes. Alors j'ai déjà fait ça dans mes boîtes précédentes, j'ai déjà fait beaucoup des, pas toutes, mais beaucoup des erreurs qu'on pouvait faire. Donc on espère que ça va nous permettre d'aller plus vite, mais ça reste toujours un gros challenge. Ok. Et du coup, Nabla, si on doit imaginer votre produit, vos services dans 5-10 ans, où est-ce que vous voulez amener ça? Notre vision, en fait, c'est cet assistant médical qui va être de plus en plus utile, dont les fonctions, le scope de fonction va s'élargir. Et la vision qu'on voit à 5 ans, c'est cet assistant, la médecin arrive le matin, l'assistant lui dit, voilà, première consultation, je te donne le contexte. Yes. Euh, on lui donne le contexte du patient, on a résumé le dossier médical, ce qu'il faut savoir. Peut-être que l'assistant, le copilote a déjà eu une conversation Hmm. d'interrogatoire, donc sans prendre de décision médicale, mais avec le patient. Et donc la médecin arrive, ça va aller très vite, elle sera très empathique, etc. Parce que tout le reste c'est traité. Et à la fin, l'assistant va dire dans l'oreillette, voilà, tout est bon, j'ai mis à jour le dossier, j'ai écrit à la Sécu. Maintenant passons. Et by the way, il y a une recherche qui est sortie hier. Avec une nouvelle étude clinique qui pourrait être pertinente. Est-ce que vous voulez regarder? Voilà. Donc, on a cette vision finalement des médecins qui bossent, qui n'ont plus d'écran. Parce qu'un écran, ça veut dire que ça va capter leur regard, Ouais. alors qu'il ferait mieux de regarder le patient ou autre chose dans la vie. Mais de cet exercice de la médecine qui est à la fois très agréable pour les médecins, pour les patients, et très productif, très efficace. Donc, concentrer l'expertise du médecin, notamment sur les émotions humaines de son travail. Euh, Quel est ton point de vue sur la dimension médicale, décisionnaire parce que on peut aussi imaginer à terme qu'avec les quantités de données qui seront disponibles et les modèles de plus en plus performants, la technique sera plus à même de prendre les bonnes décisions qu'un médecin au cerveau fait de fibres organiques. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Non, il y a une pente, on va y arriver, c'est sûr, un jour. Alors là, on franchit le Rubicon au moment parce que tu deviens un medical device, donc c'est-à-dire que tu dois avoir un agrément CE ou FDA aux US dès que tu touches au médical, Mhm. qui fait que tu peux plus mettre à jour ton produit 2 fois par jour comme on le fait, Ok. mais tu le fais une fois par trimestre parce qu'il faut à chaque fois déposer un dossier, donc il Ok. faut pas le franchir trop tôt. Là, c'est le cauchemar du PM d'être medical device. Mais bon. Mais oui, ça va y arriver. Ça va commencer par faire une aide de diagnostic, suggérer les choses, puis petit à petit, on saura les faire. C'est sûr, maintenant, pour moi, ce qui reste à découvrir en termes de produits, c'est où est la limite de ce qu'il faut pas faire, même si on sait le faire. Parce que là, le côté empathique, jamais un patient réagira de la même manière si une chose est sortie par une machine ou par une médecin à qui il a confiance. Et donc, il faut pas juste tout balancer la machine en disant c'est bon, ça va tout faire, ça marche. Et donc, ça reste à découvrir, voilà, quelle est la bonne répartition des rôles. Ok. Mais c'est sûr que les rôles vont évoluer, le rôle de médecin va énormément évoluer. Et je pense une partie des médecins aujourd'hui a compris ça et embrasse ce changement, Mhm. et voilà, en utilisant des outils comme le nôtre et d'autres. Et c'est très bien, mais voilà, le rôle, comme tous les métiers, en fait, quasiment, vont pas être supprimés, ce côté empathique. Et puis, l'examen, et évidemment, la manipulation, est absolument capital. Donc, mais maintenant, comment exactement, on le verra au On fur et à verra mesure. bien. Ça, je sais. C'est quoi les conseils que tu aurais à donner à un médecin? Mon frère, il est médecin généraliste, il a bientôt 30 ans. Tu lui conseilles quoi pour s'adapter à ce qui va se passer les 10-20 prochaines années? Bah, d'utiliser Dabla Copilot d'abord. Non, non, mais et puis oui, les outils, d'être curieux. En fait, les médecins, et c'est normal, sont formés pour être averses au risque et à suivre des protocoles, et c'est complètement normal. Parce qu'encore une fois, on Bien joue avec sûr. les vies des gens. Mais le côté négatif de cette formation, c'est que ils peuvent être un peu craintifs de n'importe quel. Et je pense que on peut être curieux sans enfreindre les règles.
Et ouais, moi, je pense qu'il y a des médecins très curieux qui essaient les choses qui sortent sans prendre de risques, qui réfléchissent à comment, pour leur spécialité, leur pratique à eux, parce qu'on parle de la médecine, mais il y a mille manières, il y a mille médecines, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, voilà. Et nous, on a besoin d'être partenaire de ces gens-là et réfléchir avec eux. On n'est pas médecins, nous. Ok, je partagerai l'info. Euh, et du coup, j'aurais une dernière question à te poser pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui se rendent compte du potentiel des modèles qui sont actuellement développés et de plus en plus accessibles. Pour toi, c'est quoi les grandes étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à développer peut-être un copilot sur une autre verticale? Qu'est-ce que tu aurais à leur partager? Bah, ce qui est un des côtés les plus impactants, je trouve, moi, de ChatGPT, GPT-4, c'est que ça permet de faire un prototype, un MVP extrêmement vite. Ensuite, il y a un gros gap entre ça et quelque chose qui est industriel parce que les hallucinations, les erreurs, même si ça marche à 80%, des fois, c'est pas loin d'être suffisant dans la plupart des applications, sauf si tu fais du SEO ou du marketing à la rigueur, mais la plupart des applications, c'est pas. Mais ça permet quand même de faire un MVP du produit qu'on a en tête en quelques jours Ouais. sans data, en zéro shot, en donnant juste avec un peu de prompt bien senti. Et ça, pour moi, pour un product manager ou une product manager, la révolution, vraiment, c'est ça. Il y a un truc où il y a 3 ans, on aurait dû commencer par faire un dataset et avoir une équipe de 10 ingés qui fait un modèle. Bah là, finalement, tu fais un bon prompt et tu vas avoir quelque chose qui ressemble au produit que tu veux faire. Donc ça c'est voilà, mon conseil, c'est aller vite vers un MVP, mettez-le entre les mains de l'utilisateur cible, voyez ce que ça donne. Voilà, c'est une première étape qui est assez sympathique et rapide à faire. Yes, yes. Et après, tout l'enjeu, du coup, c'est le fine-tuning, notamment avec l'obtention des bonnes données qui permettront, du coup, d'entraîner le modèle dans la direction souhaitée pour la cible. Fine-tuning, enfin, beaucoup de produits reposent sur ChatGPT aujourd'hui ou GPT-4 et il n'y a pas de fine-tuning, donc soit tu pries pour que ton prompt marche bien, Ok. ce qui a ses limites, soit tu as un système en parallèle qui va essayer de trier les sorties. C'est pas vraiment du fine-tuning, parce que c'est une boîte noire, mais c'est des systèmes un peu qui essayent de contrôler le côté non déterministe inhérent au LLM. C'est pour ça qu'en fait, c'est très facile de faire un MVP. Avant, finalement, 80% de ton effort était pour faire un MVP et 20% pour le finir, en ayant un vrai produit. Et quelque part, ça c'est un peu inversé. Tu peux, avec 20% d'effort, faire un MVP, mais par contre, les 20 derniers pourcents, ils peuvent être extrêmement difficiles, et là, tu pourras plus échapper à faire du machine learning hardcore. Yes. C'est un peu la situation aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu as une ressource à recommander pour des personnes qui sont en train de s'intéresser à la Gen AI et qui veulent lancer des projets avec cette nouvelle technologie? Moi, je lis Hacker News tous les matins, donc news.ycombinator.com. C'est pas que Generative AI, mais ça doit faire un tiers des posts. C'est tous les trucs nouveaux, les expériences, les avis qui sont pas du bullshit de gens qui comprennent rien. Donc il y a un rapport signal-bruit énorme parce que c'est voté par la communauté qui sait de quoi elle parle. Donc c'est à mon avis la meilleure source pour avoir non seulement être au courant de ce qui sort, mais aussi des retours d'expérience pratiques des gens qui essaient de l'appliquer. Voilà, encore une fois, il y a tellement de bruit autour de ça que si tu tapes LLM dans LinkedIn, t'es mort, quoi. Tu vas avoir, les gens qui parlent le plus sont ceux qui comprennent le moins, et c'est ça le problème. Donc voilà, je recommande surtout Hacker News si je devais recommander qu'un site. Superbe. Merci beaucoup, Alexandre Lebrun. Merci. Voilà, c'était la première interview de Mozzabytes. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des retours, des idées d'amélioration, évidemment, dites-moi, on est hyper preneurs. Nous, on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir l'actualité brûlante sur la Generative AI, qui est commentée chaque semaine par des entrepreneurs à la pointe sur ce sujet. Et si vous voulez parler IA, lancer de nouveaux produits, améliorer des produits existants, bien sûr, écrivez-nous chez Mozza, on sera ravis d'échanger avec vous. Merci encore et à la prochaine.